Bienvenue à tous, c'est ETV Newsweek, ravi de vous retrouver. Voici les titres. Pas de sortie de crise pour Milenis, il faudra encore attendre pour espérer un accord. La mairie de Pointe-à-Pitre reprend ses marques une semaine après avoir été saccagée. Poissons et nageurs au milieu des excréments, le scandale sanitaire des eaux usées. 71 ans mais déterminé, un homme tente le pari de traverser l'Atlantique en tonneau. On commence par l'échec des dernières négociations dans le dossier Milenis. Les salariés ont eu un espoir de voir leur demande aboutir ce vendredi soir grâce au médiateur, mais les discussions ont tourné court sur la prime d'ancienneté. Reportage Grégoire Troutman. Toujours pas d'accord trouvé à Milenis. Après 3 jours de négociations, les discussions sont rompues et chacune des parties se renvoie à la responsabilité. Mais les perspectives, c'est rien du tout puisqu'ils se sont arrêtés et ils nous ont dit que c'est ça et pas autre chose. Et qu'en janvier, ils allaient juste écrire sur la fiche de paye. Mais s'il faut écrire juste 200 et quelques pour nous faire plaisir et qu'en bas on n'ait pas le net, ça ne sert à rien. Je ne peux que demander à l'ensemble des collaborateurs de pouvoir reprendre notre activité de façon à ce que nous puissions réouvrir assez rapidement. Je déplore que l'intérêt des salariés ne soit pas pris en compte, mais qu'il soit passé après l'intérêt des instances représentatives, donc par rapport à un accord d'entreprise de 2009. Les salariés sont en grève depuis le 21 novembre. Pour Martine, mère de famille, cette grève est un véritable sacrifice financier. J'ai 4 enfants, donc on fait avec les moyens, on essaie de faire avec les petites économies qu'on avait mis de côté ou avec la solidarité des habitants, de la population. C'est vrai que c'est pas facile. Alors, pour ne pas que ça dure, les salariés sont montés d'un ton la semaine dernière en bloquant une autre enseigne du groupe Safo. Le secrétaire général de la CGTG, Jean-Marie Nomertin, a même été arrêté lors de l'intervention des gendarmes. Quelques heures plus tôt, la déléguée syndicale nous expliquait sa stratégie. On estime que ça fait, après 57 jours de grève, on est quand même resté pacifique, tranquille. On ne s'est pas occupé de nous. C'est comme si on n'était pas là. Donc là, ils sauront ce que c'est que de perdre de l'argent. C'est le point stratégique, c'est là où tout sort et tout entre pour diffuser dans les autres magasins. Après 64 jours de grève, salariés et patrons ont dépensé beaucoup d'énergie. Et toujours aucune solution en perspective. La mairie de Pointe-à-Pitre reprend des couleurs petit à petit. Le nettoyage et la désinfection se poursuivent, les services fonctionnent, mais dans d'autres bâtiments municipaux, il faut dire que depuis que le rez-de-chaussée de la mairie a été vandalisé lundi dernier, beaucoup de questions se posent. Une enquête est en cours pour déterminer les auteurs des faits. Un désordre sans nom et des dégradations en tout genre, c'est ce qu'a découvert l'équipe de nettoyage de la mairie de Pointe-à-Pitre en prenant son service ce matin. Le personnel a alors immédiatement alerté la sécurité qui a décidé de fermer l'établissement. Ce matin, il y a eu vandalisme à l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre. Elle a été visitée par un inconnu ou des inconnus, on ne sait pas encore, donc l'enquête est en cours. Comme c'est en cours, je pense que pendant une semaine, la mairie va rester ferme. Il ne faut pas rentrer parce que c'est toxique. C'est vrai qu'ils ont semé pas mal de produits volatiles, donc c'est dangereux pour le personnel. On a décidé de fermer, oui. Alors aujourd'hui et pour les jours à venir, c'est repos forcé pour les services de la mairie. Pour l'équipe de nettoyage, l'émotion est encore présente. Ça m'a choqué, c'est la première fois que j'ai vu ça. Ça m'a choqué pour voir, on a sali partout dans la mairie, ça fait mal. Hein? Surtout pour le maire, ça fait mal. Alors on ne sait pas qui est-ce qui a fait ça, mais il fallait pas. Ça nous fait la peine de dire, on sait déjà que toutes les mairies ont des difficultés pour faire ça en mairie. Parce qu'il n'y a pas d'argent, il ne faut pas faire ça. Parce que nous, on a besoin de travailler, nous. Hein. Les individus se seraient alors introduits à l'arrière de la mairie par une petite fenêtre en hauteur. Ils ont ensuite pénétré le rez-de-chaussée et répandu de l'encre d'imprimante sur tous les postes de travail. Si les dégâts sont considérables, les revendications des vandales restent pour l'instant inconnues. Est-ce que cette nouvelle agression est isolée des précédentes qu'il y a pu y avoir? Rappelons-nous qu'au mois de décembre, il y avait également
vraiment à ce niveau-là une infraction. Donc l'enquête nous le dira. C'est une véritable agression qui est intolérable vis-à-vis d'un service public, vis-à-vis de la ville, vis-à-vis de ses agents, parce que ce sont à travers leur poste de travail, ce sont les agents municipaux qui sont dans leur travail qui sont touchés. Une enquête a été ouverte, elle devrait livrer ses premières conclusions dans les prochains jours. La Guadeloupe rétrécit. En cause, la montée progressive des océans. Et à l'origine, c'est le réchauffement climatique. Les États de la Caraïbe s'unissent pour tenter d'y faire face, mais aussi pour éduquer la population en cas d'événements climatiques majeurs. Reportage Marius Mathieu. Des habitations au ras de la mer, d'autres qui s'effondrent, et un littoral qui s'effrite à vue d'œil. Dans ce quartier de Sainte-Marie de Capesterre-Belle-Eau, certains habitants s'inquiètent de la progression de la mer sur les terres. De plus en plus, ça avance pour venir envers nous. Ça me fait peur maintenant, mais auparavant, non. On était paisible, on était bien. Bien, la maison qui s'est effondrée, je sais que ça s'est effondré, on s'est réveillé parce qu'on est en voisinage là. Quand ils ont entendu la maison craquer, et puis à 3h du matin, ça s'est effondré. En plus des habitations, c'est aussi une partie du patrimoine historique de la Guadeloupe qui menace de s'effondrer, comme cette poudrière datant de l'arrivée de Christophe Colomb. Grâce au projet de recherche Caribe Coast initié par la région Guadeloupe, 5 millions d'euros ont été débloqués à l'échelle des Caraïbes. Une somme financée entre autres par la région et l'Europe pour établir un plan de lutte contre l'érosion des côtes. Cet argent va surtout permettre en fait de mener les recherches. Après, évidemment, une fois que vous avez les schémas, les scénarios qui se décident pour le futur, nous devons véritablement prendre les choses à bras le corps et aménager le littoral. Les dotations globales de l'État sont en chute vertigineuse. Moi, je fais confiance à l'Europe et au Fonds européen pour nous donner un sacré coup de main pour l'aménagement du territoire. Le littoral guadeloupéen, d'une longueur de près de 600 km, est soumis à des conditions naturelles qui l'endommagent. Mais l'activité humaine est aussi mise en cause, comme le défrichage intensif qui accélère l'érosion. À certains endroits de l'archipel, les côtes sableuses exposées ont perdu une cinquantaine de mètres en 30 ans. L'Office de l'eau publie des chiffres clés. L'Office a pour mission l'étude et le suivi des ressources en eau. On retiendra 2 points dans ce rapport. Les très gros problèmes des fuites d'eau et le zéro pointé, donc en quantité, mais très bon point en termes de qualité d'eau. Voici le reportage de Camille Royal. 182 litres par jour, c'est la quantité d'eau que consomme en moyenne chaque Guadeloupéen. Voilà pourquoi ce liquide est si précieux en Guadeloupe. Pourtant, il coule rarement à flot dans nos tuyaux. Alors pour informer au mieux la population, l'Office de l'eau s'est engagé à publier un rapport chaque année sur les chiffres de l'eau. Le premier est sorti il y a 1 semaine. Objectif, rassurer la population sur la gestion de cet or bleu. C'est un peu de la pédagogie. Il faut que les gens comprennent d'où on part et où on veut arriver, sachant que dans les chiffres qui sont publiés, on met le point sur les difficultés à régler le problème des fuites, à remettre en capacité les opérateurs pour de la production d'eau et à mobiliser les financements pour retourner à une situation normale. Donc l'objectif, c'est de bien faire comprendre à la population qu'on part de loin, mais qu'il y a une volonté commune, État, région, département, EPCI et Office de l'eau, pour remplir une véritable mission de service public de l'eau. Et dans cette grande aventure qu'est le cycle de l'eau, tout commence à Basse-Terre, le château d'eau de la Guadeloupe, avec 91% du volume d'eau prélevé et acheminé sur tout le territoire. Problème, plus de la moitié des volumes prélevés n'arrivent jamais jusqu'au robinet des usagers. En 2016, sur les 73 millions de mètres cubes produits, 46,7 millions se sont perdus dans la nature. Mais à défaut de quantité, on peut se satisfaire de la qualité selon les chiffres. En 2017, plus de 98% des analyses bactériologiques étaient conformes, et ce malgré les 3 restrictions de consommation d'eau qui ont été imposées la même année. En cause, un taux de chlordécone au-dessus de la limite réglementaire. L'assainissement, lui, en revanche, n'est pas encore aux normes. Sur les 27 stations de traitement des eaux usées que compte l'archipel, seuls 30% étaient conformes à la législation en 2017. Ainsi, le premier état des lieux est dressé et les travaux du plan d'urgence sont dans les starting blocks. L'Office de l'eau se montre confiant sur son objectif 2020,
celui de supprimer définitivement les tours d'eau dans les villes. Toujours sur le sujet de l'eau, retenons ce scandale, celui des eaux usées. Sur les stations de traitement de ces eaux usées, seuls 30% sont en règle. Les conséquences sanitaires sont catastrophiques. Les poissons que nous mangeons nagent au milieu des excréments. Voici le reportage de Marius Mathieu. À 45 ans, Antoine est un expert en chasse sous-marine. C'est sale quoi. Avec son harpon et ses palmes, comme chaque matin depuis près de 20 ans, l'homme a pour habitude de plonger du côté de la rivière des Pères, au sud de Basse-Terre. Mais depuis quelque temps, à peine immergé dans l'eau, le pêcheur rencontre un problème de taille. Je vois que dalle. Une visibilité quasi nulle, et pour cause. Ici, une centrale d'épuration rejette des eaux non traitées directement dans la mer. Ce qui contraint Antoine à nager littéralement dans des excréments et autres produits chimiques, à son grand désespoir. Ma passion c'est la pêche et voilà que regardez comment il y a de l'eau qui salit la rivière, la mer, tu vois quoi, tout est pollué. Moi j'en ai marre quoi, de voir ça quoi. Okay? Ma passion c'est la pêche, c'est inadmissible. Regardez comment c'est sale. Et aussi les poissons écologique et presque invisible de la terre ferme. Les poissons prennent la pute. Plus de 1 km, regardez le voilier, 2 km d'eau sale. Mais c'est quoi ça? Moi je trouve pas ça bien quoi. On a dû déjà faire des travaux. Ok, on a dû déjà faire des travaux pour que ça change. Ok, je suis pas content. Le drame écologique est presque invisible de la terre ferme. Mais la présence de l'activité humaine, de la faune et de la flore, ici, laisse à penser que le désastre est bien réel et s'empire de jour en jour. En Guadeloupe, 2/3 des eaux usées sont dirigées vers des stations d'épuration dont les rejets ne sont pas conformes. Un problème que l'Office de l'eau connaît bien, l'une des principales missions dans ses bureaux est de tenter d'endiguer le problème. Pour Hugues Delaney, le constat est déjà clairement établi. Lorsqu'on a des stations qui dysfonctionnent, donc elles ne font pas leur rôle de rétention de pollution et donc toute cette pollution peut se retrouver aussi bien dans les mers, dans les rivières, donc en fonction du lieu où sera raccordé, où le tuyau sera raccordé. Donc c'est autant d'impact, ce qu'on appelle l'impact sur le milieu aquatique. La principale problématique, c'est ce qu'on appelle donc les matières en suspension qui troublent l'eau. Et ces matières en suspension sont autant d'éléments qui peuvent être ingérés par les différentes espèces dans l'eau et donc entraîner une prolifération d'un certain nombre d'organismes qui ne devraient pas être présents. La sonnette d'alarme est tirée, les fonds marins de la Guadeloupe sont en danger. Pour la non-conformité de ces centrales d'épuration, la France risque chaque année des sanctions de la Commission européenne pour son retard sur la question. Un reportage exclusif, je vous emmène en prison à présent, à Basse-Terre plus précisément. Certains y passent leur baccalauréat. Le recteur de l'Académie de Guadeloupe s'est rendu sur place pour encourager les jeunes détenus qui se battent pour leur diplôme derrière les barreaux. Reportage de Marius Mathieu. Bienvenue à la maison d'arrêt de Basse-Terre. Derrière cette porte et au bout de ce couloir, un événement singulier se déroule dans cette prison. Une quinzaine de détenus assistent à leur remise de diplôme en présence du recteur et du directeur de l'établissement. Bon, eh bien félicitations, bravo et bonne continuation. C'est une journée très importante parce qu'elle symbolise des parcours en détention de personnes qui se sont inscrites sur un parcours d'enseignement. Donc ça signifie aussi beaucoup d'engagement de ces personnes-là qui ont beaucoup de mérite à travailler en détention parce que ce n'est pas une chose véritablement très simple. Des conditions pas simples pour étudier, entre le bruit et le sentiment permanent d'enfermement. Ici, même les salles de classe ont des barreaux. Alors pour l'équipe pédagogique, cette remise de diplôme est une véritable victoire. Il faut savoir qu'en détention, nous n'avons pas droit à Internet, nous n'avons pas droit d'ordinateur, bien qu'on a pu quand même s'organiser à ce niveau. Mais ceci dit, une fois qu'ils sont intéressés, ça se passe aussi bien, parce qu'il suffit d'être volontaire et de savoir aussi ce qu'on veut. Et là, on arrive à les convaincre que ça va leur servir à la sortie. L'espoir de réinsertion dans la vie active, en dehors de la prison, est en effet l'objectif que ces détenus fraîchement diplômés ont en tête. J'ai choisi de reprendre mes études dans l'établissement de Basse-Terre parce que tu sais, des fois quand tu es dehors, tu n'as pas beaucoup de temps à réfléchir
et reprendre tes études. Non? Mais quand tu es dans l'établissement, tu as tout ton temps à reprendre et à pas faire tes fautes que tu as fait quand tu étais dehors. Tout le monde fait des fautes dans leur vie et on a une autre chance à le reprendre quand on est dans cette détention. Alors, c'était bon pour moi. Malgré des conditions difficiles de détention liées à la surpopulation carcérale et au manque de moyens, certains détenus, comme ici, ont choisi de briller dans l'ombre dans l'espoir d'un avenir meilleur. Le vacarme rue Vatable, prostitution, bar à musique, insécurité, les commerçants voient leur chiffre d'affaires baisser et les riverains sont excédés par le bruit. Voici le reportage de Marius Mathieu. Le tribunal de grande instance flambant neuf n'est qu'à quelques mètres de cette rue. Pourtant ici, dans ce quartier typique de Pointe-à-Pitre, les habitants sont excédés par des nuisances qui deviennent difficilement vivables. Située sur la rue Vatable, cette habitante a pu constater une dégradation de la qualité de vie ici. Je suis née à la rue Vatable en 1964. Depuis quelques années, cette rue-là, ce quartier est devenu insupportable, désagréable, entre les musiques des Espagnols, le scandale tous les soirs des passants qui sont ivres en sortant chez les Espagnols. On ne peut pas dormir et ma maman a 86 ans. C'est pas facile pour elle le soir. Elle passe pas mal de nuits blanches parce que tous les soirs, quand il est 2 heures, elle est déjà réveillée. Des nuisances sonores donc, couplées à un sentiment d'insécurité, étroitement lié à un phénomène de prostitution, nuit et jour, dans la rue. Pour certains commerçants pointois, le déclin du quartier provoque une vive émotion. Ça fuit les clients parce que j'ai des clients qui sont partout, qui viennent de le quartier. Et des fois, quand ils viennent peut-être vers 19h, c'est moi qui dois les accompagner dans les voitures. Dernièrement, j'ai une dame, une bonne cliente à moi du Gosier. Elle m'a dit, Monsieur Benoît, ça fait longtemps que vous me coiffez. Mais franchement, je viens à Pointe-à-Pitre à cause de vous. Et si ce n'était pas vous, je ne serais pas venu à Pointe-à-Pitre parce que j'ai peur de Pointe-à-Pitre. Et je vais vous dire, monsieur, ça m'a fait du mal, ça m'a fait très très mal d'entendre quelqu'un parler de Pointe-à-Pitre comme ça. Ça m'a fait très mal parce que c'est une ville que j'aime beaucoup et c'est ma ville. Avec son architecture authentique, Pointe-à-Pitre est une ville de charme, mais la brûlante question de l'insécurité de cette ville est aujourd'hui indéniablement sur toutes les lèvres. Vous avez 71 ans, vous vous sentez comment? Allez, un peu d'énergie, on peut en trouver. Regardez cet homme qui a 71 ans et qui traverse l'Atlantique en ce moment même dans un tonneau. Regardez ce reportage. C'est à bord de cette embarcation qu'il tente de traverser l'océan Atlantique. À 71 ans, cet ancien militaire s'est lancé dans un pari fou, se faire la transat à tonneau, porté uniquement par la force des courants et du vent. Parti des îles Canaries le 26 septembre dernier, le Français se trouve désormais au large des côtes africaines, destination les Caraïbes. Être un simple passager de l'océan, porté par les vents et courants, ça n'a jamais été fait. Parce que ça fait bientôt 26 jours que je suis parti. Mon tonneau passe très bien. L'autre jour, j'ai pu me baigner. J'avais à 300 mètres de moi une baleine, une tortue qui est venue me voir. Par contre, mon grand regret, c'est que je n'ai pas rencontré de sirène. Bon, j'ai de quoi me distraire, j'ai de quoi lire, j'ai de quoi écrire, je fais de la musique. Donc, je fais de la musique, donc j'ai un envie de temps, partir bientôt un mois, et tout ça serait bien, le moral est bon. Voilà. À bord de son embarcation d'environ 3 mètres sur 2, le confort est spartiate, mais l'expérience se veut avant tout scientifique. Le navigateur est en effet chargé de larguer des balises pour étudier l'océan. Et pour tenter d'apercevoir Jean-Jacques Savin au large de la Guadeloupe, le rendez-vous est pris, mais pas avant le mois d'avril prochain. Voilà, rendez-vous en avril pour la fin du périple de ce voyageur courageux. On se retrouve le week-end prochain. Excellente semaine sur ETV.